Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission aussi mensuelle que possible du Conseil de développement Nantes Métropole. Alors, pour cette émission de rentrée, nous allons parler de santé publique et pour cela, nous recevons François Tuffreau, président d'une nouvelle association nantaise qui s'appelle La Santé à Voix Haute. Bonjour François Truffaut. Bonjour. Je suis désolé, je vais faire François Truffaut extrêmement souvent, mais on doit vous le faire depuis des années, donc j'imagine que vous ne serez pas dépaysé. Alors comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil, est avec nous. Vous intervenez quand vous voulez. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors d'abord un mot sur vous, François Tuffreau. Vous êtes statisticien de formation. Vous avez été pendant de nombreuses années le directeur adjoint de l'Observatoire régional de la santé en Pays de Loire. Vous avez fait des enquêtes, des études sur la santé. Vous avez écrit même plusieurs ouvrages. Vous avez notamment publié en 2016 avec Daniel Coutan un essai qui est à la fois historique et prospectif sur la médecine générale, qui était intitulé « La médecine générale, une spécialité d'avenir ». C'était tout un programme. Pour les auditeurs intéressés, vos ouvrages sont publiés aux presses de l'École des hautes études de santé publique et on les trouve en librairie sans problème et sur Internet. À noter aussi que vous connaissez bien la question des urgences puisque vous avez animé une instance d'observation sur le sujet il y a quelques années. Alors, compte tenu de ce pédigré, on peut vous ranger dans la catégorie des experts des questions de santé publique. Alors, non pas du soin, parce qu'en général, on réserve l'appellation professionnelle de santé à ceux qui s'occupent du soin, mais vous êtes à votre manière quand même un professionnel de la santé publique. Alors la santé c'est un sujet inépuisable, ça quitte jamais vraiment le débat public, on parle de financement, on parle de progrès, on parle de greffe, on parle de nouveautés en tout genre, mais aussi d'accès aux soins, de scandales parfois avec des questions de médicaments notamment. Il y a beaucoup d'affirmations qui sont plus ou moins péremptoires, pas toujours vérifiées d'ailleurs, et vous nous direz sans doute ce qui relève du café du commerce ou de l'observation scientifique. Alors comme d'habitude, dans l'émission, ma question est toujours un peu personnelle. La première, vous êtes aujourd'hui retraité et pourtant vous continuez à intervenir sur votre domaine d'activité. Alors, soit vous avez le sentiment que vous n'avez pas pu tout dire pendant votre carrière, ou alors c'est le moyen que vous avez trouvé pour rester en bonne santé en créant cette association. Oui, alors là, vous commencez par une question un peu difficile, une question presque intime. Alors, je vais essayer d'y répondre, mais sans rentrer trop dans le détail de ma vie personnelle. Mais effectivement, ce qui m'a surpris dans mon métier, puisque mon métier c'était d'analyser les données de santé. Et aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de magasins de données qui nous apportent des informations très précieuses sur les recours aux soins, sur l'état de santé de la population. C'était ce décalage finalement entre le discours des acteurs, ce qu'on appelle le discours des acteurs, c'est-à-dire des gens, des personnes, des enseignants, des médecins qui parlent au nom du système de soins et que parfois leurs affirmations venaient un peu en contradiction avec des données dont on dispose aujourd'hui sur l'état de santé de la population ou les ressources qui sont mobilisées dans le système de soins. Et puis, plus généralement, si on prend là un petit peu de profondeur historique, dans l'association que nous avons créée il y a 1 an, on est obligé de réexpliquer que finalement, l'histoire de la protection sociale, c'est pas véritablement une conquête sociale, puisque ses fondements, ils remontent au 19e siècle et celui qui a installé la protection sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est Bismarck. Voilà. Et donc, qui a joué un rôle, on le connaît pour d'autres raisons en France, évidemment, quand il était présent au sacre de Guillaume Ier au château de Versailles en 1871. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bismarck? Il a été le ciment de l'unité de l'Allemagne et il a installé un système de protection sociale de grande envergure dans les années 1880. Donc je m'étais dit, voilà, mais ça, pourquoi on ne l'enseigne pas? Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas ces informations? Et ce n'est pas anecdotique. Ça a eu des conséquences très pratiques pour notre organisation de protection sociale. Je m'explique. En 1918, quand les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle redeviennent français, les habitants de ces 3 départements ont une assurance maladie. Les Français n'en ont pas. Il a donc fallu légiférer, et ça a pris du temps, puisqu'il y a les premiers projets de loi en 1920. Et donc, la première loi sur les assurances sociales, c'est 1930.
pas de chance, le ministre qui portait le projet à l'époque, c'est Pierre Laval, qui a donc terminé sa carrière politique devant un peloton d'exécution. Donc, voilà, il y a un récit national sur la sécurité sociale. Quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est pas forcément, toutes ces informations-là sont encore assez peu partagées. Voilà. Parce que la représentation mentale, souvent dans l'histoire du système de santé français, c'est 1945. Voilà, alors bien sûr, la date, effectivement, c'est une date très importante. Là, on peut dire que le mouvement syndical s'est fortement impliqué dans la gestion de la sécurité sociale, puisque à l'époque, donc la CGT était présente dans la plupart des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale qui se sont généralisées à l'ensemble du territoire. Bien sûr, c'est la date importante dans l'histoire de notre protection sociale. Autre décalage aussi, puisqu'on évoque un petit peu les perceptions différentes sur l'évolution du système de soins, sur la démographie médicale, j'entends encore très régulièrement par des responsables politiques ou administratifs de la santé, on parle de la baisse des effectifs de médecins. Non, il n'y a jamais eu en France de baisse des effectifs de médecins. On a aujourd'hui 25 000 médecins de plus qu'en 1996. Ce qui a baissé, ce qui est quasiment stable depuis cette date ou a légèrement baissé, ce sont les effectifs de généralistes libéraux. Mais globalement, le nombre de médecins a augmenté. Donc voilà, quand vous êtes derrière votre ordinateur à l'Observatoire de la santé, que vous avez ces données-là en main et que vous voyez des responsables qui vous disent, bon voilà, donc on se dit, on a peut-être des choses à dire et à partager, à faire partager avec nos concitoyens. Donc avant c'était la santé à voix basse, maintenant vous êtes retraité, ce sera la santé à voix haute. Alors il y a qui dans cette association? Vous regroupez qui alors c'est tout neuf, hein, ça a été créé il y a un an, donc à Nantes, c'est des professionnels du secteur de la santé, c'est-à-dire il y a des généralistes, il y a des enseignants ce qu'on appelle l'hôpital universitaire, il y a un sociologue, un journaliste, un médecin de santé publique, moi qui suis statisticien, donc on est des personnes qui travaillent du champ de la santé. Alors pourquoi on s'est embarqué dans cette aventure? Finalement, c'est, je crois, une perception assez largement partagée parmi les professionnels du secteur de la santé, c'est qu'il n'y a pas de politique en santé en France. Alors on va essayer qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de circulaires, de plans et programmes de santé, mais derrière, les choix ne sont pas faits. Voilà. Et donc, il y a une demande parmi ceux qui sont dans le champ de la santé que les choix soient plus explicites que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais vous pensez que le débat public sur la santé aujourd'hui, il n'existe pas suffisamment? Il n'est pas suffisamment nourri Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne les politiques de santé, il y a un déficit politique. Je m'explique. Les orientations de la santé ne sont jamais débattues devant le Parlement. Pourquoi? L'essentiel du financement de la dépense de santé, c'est l'assurance maladie. Et donc, le vote, l'allocation des ressources aux différentes composantes du système de santé se fait dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale dont les débats ça a lieu tous les ans. Et donc, le financement de la santé, il est examiné en même temps que le problème des retraites ou les allocations familiales. Donc, c'est pas le lieu, finalement, c'est pas un lieu, véritablement, on discute des politiques de santé. Plus que ça, la loi de financement de la sécurité sociale a été instaurée en 1996. C'est les ordonnances Juppé qui ont tout d'un coup transféré au Parlement. Enfin, le Parlement, du coup, s'est prononcé sur le budget de la sécurité sociale et devait accompagner le vote de cette loi, la mise à disposition d'indicateurs et surtout d'orientation sur la santé. Ça a été abandonné parce que, en gros, le problème de la sécurité sociale, chaque année, c'est comment on boucle les trous, c'est-à-dire on augmente des taxes, on essaie de trouver des nouvelles recettes, éventuellement on améliore quelques prestations. Donc c'est une loi très compliquée, impossible à lire, qui fait 200 ou 300 articles, et donc on n'y parle pas de santé. Donc on n'en parle nulle part. Il y a un déficit politique pour aborder les questions des politiques de santé. Enfin, jusqu'à présent. Et plus généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, 96, ordonnance Juppé encore, ont été instaurées
des instances de concertation à tous les étages, au niveau national, ça s'appelle la Conférence nationale de santé. Au niveau régional, ça a changé de nom, mais peu importe, disons le nom un peu générique, c'est Conférence régionale de santé. On a rajouté et d'autonomie depuis. Et puis, à l'échelle locale, on a instauré, donc là aussi ça a changé de nom, le dernier en vigueur, c'est Conseil territorial de santé. On ne peut pas dire que quand on regarde, je vous invite à aller visiter les sites internet de ces 3 types d'assemblées, vous n'allez rien trouver sur les conseils territoriaux de santé. Ils n'ont pas de visibilité sur le web. Leur existence est un peu... Voilà. Sur les conférences régionales de santé, ça dépend des régions, mais parfois il n'y a aucune information mise à jour depuis 2-3 ans. Et c'est aussi difficile d'avoir des informations sur la Conférence nationale de santé. Or, par la loi, ces 3 types d'organismes ont été investis d'une mission visant à favoriser le débat public sur la santé. Donc on a bien créé des organismes, ils ont des moyens, alors on va dire peut-être pas beaucoup, mais je ne connais pas exactement les moyens dont ils disposent, mais visiblement le débat n'a pas lieu, il a lieu à l'intérieur, je pense, on peut considérer qu'il a lieu à l'intérieur de chacune de ces conférences, de ces instances, mais il n'est pas vraiment porté sur la place publique, avec aujourd'hui finalement une évolution que vous connaissez, c'est-à-dire le développement des outils numériques. Et la dernière grande concertation citoyenne qui a eu lieu sur les politiques de santé, c'était en 2016, sur la vaccination. Une démarche qui a été lancée donc par la ministre de la Santé de l'époque, Madame Marisol Touraine. Et comment ça s'est fait ? Ça s'est fait par Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu une consultation citoyenne, tout le monde pouvait y adhérer, y participer, et il y a eu 10 000 personnes qui ont apporté leur contribution à la réflexion, et tout ça est en ligne. Vous pouvez consulter démarche citoyenne, vaccination, vous allez retrouver les informations. Donc finalement, on a créé des structures, mais finalement, avec les nouvelles technologies, le débat il a lieu peut-être par d'autres canaux, par la presse, il se déplace, le média qui est utilisé. Et puis je dirais, plus fondamentalement, on manque vraiment d'une transparence de la décision publique, quoi. Enfin, je veux dire, les agences régionales de santé qui portent les politiques de santé en région, pour les Pays de la Loire, elles disposent d'un budget, ce qu'on appelle le FIR, Fonds d'intervention régional, 180 millions d'euros. Vous allez sur le rapport d'activité de l'ARS, rien, on ne sait rien de la manière dont sont mobilisés ces moyens financiers. Voilà, donc de manière générale, on a évidemment un autre exemple, et un célèbre plan nutrition santé qui a été lancé en 2001, on en est rendu au 3e. Il a fallu attendre, l'inspection générale a fait un rapport sur ce plan, qui est sorti en juillet 2016. Il vient d'être publié il y a un mois, il a fallu attendre un an pour que ce rapport, qui est très critique sur la politique menée depuis 15 ans sur ces questions-là. Voilà. Donc on a du mal avec la transparence de manière générale. Mais dans ces instances de concertation, il y a des associations d'usagers. Normalement, les patients, théoriquement, ils sont représentés, ils interviennent, ou alors le relais ne se fait pas avec le reste de la population. Bon, d'abord, je suis certainement pas la meilleure personne qui est capable d'en parler, puisque je ne fais pas partie des instances, donc il se déroule un débat interne. Effectivement, vous soulignez le paradoxe que ceux et celles qui ont porté finalement la parole des usagers pendant 20 ans et qui ont contribué à la fameuse loi Kouchner de 2002 qui a amélioré à la fois les droits individuels des usagers mais aussi leurs droits collectifs, leurs droits de représentation, eh bien aujourd'hui, elles font partie de ces assemblées et elles ont peut-être perdu une des dimensions qui est la dimension du partage d'informations. Mais voilà. Mais qui ne l'aurait pas... Il n'y a pas que les associations d'usagers qui portent cette responsabilité, c'est plus généralement un déficit de partage d'informations sur les questions de santé, puisque pour débattre, il faut aussi partager des informations et finalement, ce n'est la préoccupation. Je ne suis pas sûr que ce soit une volonté, en tout cas, qui est largement partagée. Et la création de votre association, la Santé à Voix Haute, elle intervient à un moment finalement où il y a peut-être une certaine méfiance qui s'est instaurée aussi dans le public sur la question de santé. Peut-être qu'on est passé d'une logique un peu de confiance plutôt progressiste à une logique de méfiance. On se méfie des vaccins, des labos. Il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui sur la manière dont on parle de la santé publique.
La question de la confiance est évidemment essentielle. Il n'y a pas de relation de soins entre un professionnel de santé et la personne qui vient le voir sans cette confiance dont vous parlez. Il y a 2 économistes qui ont écrit un livre qui s'appelle « La société de défiance », qui, eux, analysent cette question-là pour essayer de comprendre les conséquences sur l'économie de notre pays. Donc, ce que vous évoquez à propos de la vaccination, puisque ça a été relevé par des différentes enquêtes, c'est-à-dire la défiance d'une partie importante de la population vis-à-vis de la vaccination, en réalité, c'est une défiance vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des journalistes et vis-à-vis de nos voisins. Je vous invite à lire ce livre, un petit livre qui est beaucoup de statistiques, donc c'est pas très drôle à lire, mais enfin, on est absolument surpris de voir que parmi les pays riches, entre guillemets, comme la France, on est effectivement le pays où la confiance aux institutions d'une part, mais aussi au voisinage, aux autres, est le plus faible. Donc, donc ce qu'on observe à propos de la vaccination n'est pas propre au champ de la santé et renvoie à une façon de vivre qui semble qu'elle ne conduit pas à instaurer la confiance entre citoyens et d'une part, et entre les citoyens et les institutions d'autre part. Alors l'origine, je ne sais pas, on ne peut qu'avancer des hypothèses, chacun va essayer de regarder, essayer de comprendre pourquoi cette relation de confiance n'existe pas. C'est vrai que la Révolution française, comme chacun sait, a aboli toutes les corporations, donc elle a supprimé toutes les formes d'organisation collective, qu'elles soient religieuses, on a supprimé les universités, on ne parlait pas de syndicats à l'époque, mais les syndicats n'ont été autorisés qu'en 1862, je crois que pratiquement 1872, je crois, fin du 19e siècle. Donc, la légitimité de la représentation collective n'est pas naturelle chez nous. Elle n'est pas cultivée à l'école. Les syndicats, comme on le sait, on rassemble moins de 10% des salariés. Donc, la représentation collective n'est pas là. Le groupe n'est pas là pour nous aider à comprendre les mutations d'une société et les évolutions. Donc, l'individu, quelque part, il est seul face à la société et face à ces changements. Or, aujourd'hui, la proportion de personnes qui poursuivent leurs études est évidemment beaucoup plus importante que dans le passé. Elles ont accès, les personnes, à des outils que vous connaissez, qu'on nous connaissait tous, bien sûr, les sites internet qui permettent de partager des informations, alors des informations bonnes ou mauvaises, et il y a ce décalage finalement entre cette richesse d'informations et la capacité à les prendre en compte. On va prendre une première pause musicale. Ain't I fair? Ain't I kind? Then I'm paid to feel fine. But I haven't spent a dime since I met you. Your breasts are like 2 wrists that I've handcuffed to my dick in a subculture of love and refraction. But I die every morning again. Me at my worst is fun for them, and I die with the feeding tube while you try to fix my blues. Your city's so unclean in a Washington machine, and your face is like a cage and 2 of them, and your sentiment is gone, and you're now enslaved by gods while I strum my broken legs like a banjo. But I die every morning again. Me at my worst is fun for them, and I die with the feeding tube while you try to fix my blues. But when I feel my heart retracting to my soul, it makes an ego seem more valuable than gold. And I die every morning again. Me at my worst is fun for them, and I die with the feeding tube
fix my blues. Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec François Tuffreau, membre de l'association La Santé à voix haute. Et j'avais envie de revenir un peu sur l'objet de votre association. Manifestement, le périmètre de vos travaux concerne les politiques nationales. Alors, on comprend que vous ayez créé cette association à Nantes, puisque vous y avez fait votre parcours, en tout cas une partie. Mais c'est une ambition nationale que vous avez au travers de ce projet. Et du coup, comment vous êtes relayé, comment vous faites connaître vos travaux, vos observations, vos questionnements au niveau national ? Alors, La Santé à voix haute est donc une association nantaise parce qu'elle est née à Nantes donc il y a 1 an et que les personnes qui l'ont créée ont fait une partie de leur parcours professionnel ou habitent à Nantes ou dans l'agglomération. Mais évidemment, les problèmes que nous soulevons, ils n'ont rien de spécifique à la vie nantaise. Ils essaient de porter une réflexion sur les politiques de santé en général, et pas spécifiquement à Nantes. Donc sur ces questions-là, comment on agit ? Alors c'est vrai qu'on agit localement, donc le chemin qui nous reste peut sembler long, mais effectivement notre échelle d'action pour le moment elle est locale. C'est-à-dire notre ambition est de porter une réflexion à l'échelle des décisions qui sont prises au plan national, mais notre échelle d'action pour le moment reste locale. Et vous n'avez pas d'antenne dans d'autres territoires, c'est pas un projet à ce stade ? À ce stade, bien sûr, rien n'empêche d'envisager qu'il y ait d'autres cafés santé, puisque c'est une des manifestations que nous organisons sur les politiques de santé à Nantes. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. D'accord. Alors, on revient justement sur ces politiques de santé nationales. Qui, aujourd'hui, les décide ? Où se situe le pouvoir parmi les acteurs de la santé que vous avez déjà évoqués ? Alors, les choses se sont quand même clarifiées depuis quelques années. Qui décide des politiques de santé ? Qui a la responsabilité de la politique de santé ? Ça, c'est clair, c'est l'État. Voilà, c'est inscrit dans la loi, c'est la loi relative à la politique de santé publique de 2004 qui a bien insisté sur ce point. Et donc, c'est le gouvernement qui a en main les leviers d'action, de décision et d'action sur ces questions de santé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça passe notamment par cette fameuse loi de financement de la sécurité sociale qui décide des moyens alloués aux différentes composantes du système de santé. Alors ça, c'est au niveau national et en région. Donc il y a un organisme qui est né en 2010. Et donc là, l'organigramme s'est beaucoup simplifié. Certains l'ont oublié, mais avant la création des agences régionales de santé, donc qui est dans toutes les régions, il y avait une dizaine d'organismes à l'échelle d'une région qui avaient des compétences diverses sur les questions de santé. Maintenant, il y a vraiment un pilote dans l'avion, c'est l'agence régionale de santé, et c'est elle qui est chargée de mettre en œuvre les politiques décidées au plan national, mais avec quand même une certaine marge de manœuvre. Donc ça, c'est les décideurs. Alors, qui a le pouvoir ? Alors ça, c'est une autre question. Bien sûr, dans la mesure où les moyens alloués au système de soins et de santé viennent de la sécurité sociale, donc viennent de cotisations sociales. Alors autrefois, c'était des cotisations sur les salaires. De plus en plus, les financements sont transférés sur la CSG, donc la contribution sociale généralisée, donc les revenus des travailleurs indépendants, les revenus du capital. Donc, l'État a bien en main ces moyens. Alors, qui décide ? Donc Bercy, bien sûr, le ministère de l'économie va peser de tout son poids dans les choix qui sont faits. Et après, ce qui fait la particularité du système de soins de santé, c'est que c'est une accumulation d'intérêts professionnels. Derrière,
Quid les syndicats des infirmiers, des ambulanciers, des médecins, les responsables hospitaliers. Et donc, ceux qui ont en charge ces questions-là doivent faire face à des demandes qui viennent de toutes les composantes du système de soins. Donc, qui décide ? C'est peut-être un peu caricatural de dire c'est pas celui qui est le plus fort, mais enfin, on voit bien que c'est l'influence, c'est l'histoire d'abord. Ce sont, si l'hôpital aujourd'hui ça représente à peu près la moitié de la dépense, évidemment vous n'allez pas remettre en cause évidemment les financements qui sont alloués aux établissements hospitaliers publics et privés comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, je dirais le pouvoir il est relativement dilué et il n'y a aucune équation mathématique aucun modèle économique qui va me dire, on donne plus à l'hôpital ou plus au secteur libéral ou plus aux maisons de retraite. Ça reste des décisions politiques qui sont prises chaque année, quoi. Est-ce que le système paritaire, du coup, pose problème dans le fonctionnement ou Alors, la bascule s'est faite en 1996. En 1996... on est passé d'un système, effectivement, de la sécurité sociale, où donc c'était les partenaires sociaux, donc représentants des syndicats de salariés et représentants des employeurs, entre guillemets, géraient paritairement la sécurité sociale. Ce système a basculé en 1996, puisque depuis 1996, c'est le Parlement qui vote la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce paritarisme dans la gestion du système de santé? J'ai envie de dire pas grand-chose. Il y a bien des caisses de sécurité sociale où il y a... Alors, elles n'ont plus de conseil d'administration, ce sont simplement des conseillers. Le nom a changé. Une manière de signifier que finalement, ces conseils n'ont qu'un pouvoir, voire pas du tout de pouvoir, puisqu'ils ne touchent pas à la réglementation. C'est pas eux qui vont définir dans la politique. La politique de santé, elle relève de l'État. Quand il y a une épidémie, quand il y a la grippe H1N1, quand tout d'un coup on s'alarme du virus Ebola, vers qui on se tourne ? On ne se tourne pas vers la sécurité sociale, on ne se tourne pas vers l'assurance maladie, on se tourne vers l'État. Quand il y a des dysfonctionnements dans la chaîne de contrôle des produits de santé, des médicaments en particulier, vers qui on se tourne ? On se tourne vers l'État. Donc, qu'est-ce qu'il reste du paritarisme ? Il reste une histoire, voilà. Mais évidemment, les syndicats de salariés ou d'employeurs n'ont pas de pouvoir sur ni les moyens, ni les orientations de la politique. Dans la santé publique, il y a aussi un secteur qui lui, est privé. Comment s'organisent aujourd'hui les rapports du public et du privé ? Alors, quel est le poids de l'un par rapport à l'autre ? La question donc de l'organisation des soins, avec ce partage donc entre ces deux secteurs que vous évoquez, d'abord elle est différente entre ce qu'on appelle le premier recours, c'est-à-dire la médecine de proximité, les infirmiers, les pharmaciens, etc., et plutôt le troisième recours, c'est-à-dire le secteur hospitalier. Si on commence par le premier recours, donc c'est-à-dire les services de proximité, l'essentiel de l'offre de médecine générale repose sur des professionnels de santé libéraux, comme vous le savez, des infirmiers libéraux. Alors il y a des médecins qui exercent comme salariés dans des centres de santé, il y a même chose pour les infirmiers, quelques dentistes, mais c'est minoritaire, ça représente moins de 5%, voilà. Dans le monde hospitalier, l'équilibre est complètement différent, puisqu'on a trois secteurs. On a l'hôpital public que tout le monde connaît, évidemment, et les hôpitaux universitaires. Les cliniques privées qui sont des sociétés de capitaux, avec des stratégies, des regroupements, l'insertion dans des groupes financiers plus importants. Et puis un secteur intermédiaire, donc des hôpitaux mutualistes ou associatifs. Donc, comment se fait l'équilibre entre ces différents secteurs ? Pour ce qui est de l'emploi, si on regarde l'emploi, l'hôpital public, c'est à peu près 80% de l'emploi. Donc, des fois, j'entends parler du démantèlement du service public, on a de la marge, puisque l'essentiel de l'emploi dans le secteur hospitalier relève des hôpitaux publics. Si on parle maintenant activité, les structures publiques et privées n'ont pas la même histoire. Évidemment, l'hôpital public, lui, il offre toute la palette des services, des urgences, les services de médecine, l'obstétrique et
Et bien sûr la chirurgie, mais aussi le moyen séjour, la psychiatrie. Donc un hôpital, c'est public, c'est en général un ensemble très complexe, voilà, plusieurs milliers de salariés, etc. Les cliniques privées, évidemment, n'ont pas la même histoire. Elles se sont développées essentiellement dans le champ chirurgical, où là, elles sont plutôt performantes. L'organisation des plans opératoires, des salles opératoires étant en général assez performantes dans le secteur privé. Donc chacun a des activités dominantes. Dans l'obstétrique, donc tout ce qui touche aux accouchements et à la gynécologie, là il y a un équilibre entre le public et le privé. Mais voilà, ces différents secteurs ne se ressemblent pas. Mais ce qu'on a observé depuis 20 ans, c'est, alors qu'on était un peu dans des affrontements un peu frontaux entre ces deux secteurs, en tout cas dans la région Pays de la Loire, ça s'est fait un peu avant les autres régions, c'est le souci d'essayer de dépasser les clivages existants et de coopérer dans de nombreux territoires. Alors, par exemple, parce que dans les villes moyennes, il était impossible de trouver des chirurgiens acceptant de travailler dans des secteurs éloignés des grands centres urbains. Donc ça a poussé au regroupement, soit la fusion, soit le regroupement sur même site d'un hôpital public et de cliniques privées, soit un partage d'activités, l'hôpital public perdant la chirurgie et de manière à conforter une activité libérale, privée. Voilà, donc beaucoup de choses ont changé, l'utilisation partagée de grands équipements type IRM, etc. Se développe. On est quand même sorti des luttes idéologiques, même si ça reste un point de clivage fort. Alors sur la question notamment des tarifs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'hôpital public, il y a aussi des médecins qui sont autorisés à avoir une activité libérale et que souvent, notamment à Paris, aux hospices, à l'assistance publique de Paris, certains pratiquent des tarifs très élevés. Donc voilà, les choses ne sont pas simples, il faut peut-être éviter la caricature sur ces questions. Mais d'un côté, vous dites finalement il y a une certaine absence de débat public sur les politiques de santé, et d'un autre côté, finalement, le tableau que vous dressez montre que les choses ne vont pas si mal en matière de santé, finalement. Alors, je dirais les indicateurs donc, dont on dispose, d'un côté sur l'état de santé de la population, de l'autre côté sur les ressources qui sont mobilisées sur la santé, voilà, nous disent quoi? Moi, je vous invite à consulter un ouvrage qui vient de paraître, donc au mois de juin dernier, donc de l'Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, si on s'intéresse par exemple au Pays de la Loire, un territoire donc dont fait partie la métropole. Vous prenez les indicateurs de mortalité, ce qu'on appelle la mortalité prématurée, c'est-à-dire les décès qui interviennent avant 65 ans, la mortalité liée aux maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cancer. Sur 20 ans, vous voyez des séries, il y a une baisse continue de 1 à 2% pour ces indicateurs. Donc l'espérance de vie augmente dans la région, et on suit à peu près la même tendance qu'en France. Et quand je vois comment ça touche, par exemple, le cancer, c'est bien lié aux soins. Je veux dire, si la mortalité par cancer, elle baisse, c'est soit parce qu'il y a une baisse d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas, ce qui n'est pas tout à fait le cas, soit parce que il y a une amélioration de la survie pour le traitement, pas pour tous les cancers, mais pour un certain nombre d'entre eux. Donc on a d'un côté des indicateurs qui nous font penser que la situation de nos concitoyens, enfin les indicateurs montrent des avancées dans l'état de santé de la population. Alors, il y a d'autres indicateurs, eux, qui sont plus en relation avec ce qu'on appelle les déterminants de la santé, donc l'alcool, le tabac ou le cannabis. Là, on a des indicateurs qui... Je dirais, il y a le long terme et il y a le court terme. Sur le long terme, vous savez que sur le tabac, on a bénéficié pendant un certain nombre d'années d'une relative baisse de la consommation, d'une inversion des normes. La norme, c'était de fumer dans une salle de réunion ou dans un café, et en 20 ans... Ici, par exemple, on aurait fumé sans problème. Absolument. Et la norme, tout d'un coup, s'est inversée. Bon, donc, je pense qu'on en a un certain nombre à en avoir bénéficié. Depuis quelques années, les différentes enquêtes en population montrent que la situation s'inverse et qu'on aurait plutôt une tendance à l'augmentation de la consommation tabagique.
Sur l'alcoolisme, moi je rappelle toujours, attendez, le passé de la Bretagne et d'un certain nombre de cantons du nord de Loire-Atlantique. Un village breton de 2000 habitants avait 10 cafés. Bon. On a oublié, dans la mémoire collective, cette situation. Donc ça, c'est le passé. Et donc la consommation d'alcool en France a beaucoup diminué. En revanche, il y a des indicateurs qui nous montrent que tout ça peut s'inverser, qu'au niveau des pratiques d'ivresse, on est plutôt mal classé dans la région, et en Loire-Atlantique en particulier, et que chez les jeunes, donc l'avenir, les choses ne s'améliorent pas forcément. Quant au cannabis, qui a quand même des effets très néfastes sur la santé, là, la politique répressive est un échec total, et c'est un produit très répandu qui se diffuse et pour lequel, pour le moment, la politique n'a pas réussi à faire évoluer les comportements. Alors, globalement, on se gargarise d'être les meilleurs dans un certain nombre de domaines, et on a souvent dit qu'on avait le meilleur système de santé au monde en France. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors effectivement, donc au début des années 2000, donc l'Organisation mondiale de la santé avait classé la France parmi les pays qui étaient le mieux placés, voilà. Et puis, bon, le dernier classement que j'ai consulté, qui est sorti au début de l'année 2017, qui n'est pas de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une autre étude, place la France au 15e rang dans l'échelle des pays les mieux classés par rapport à leur système de soins. Bon, voilà, tout dépend des indicateurs qu'on choisit, mais peut-être que ça révèle une situation moins favorable que celle qu'il y avait il y a 15 ans, mais je n'en suis pas sûr. Si on regarde, si on essaie d'avoir un peu de recul par rapport et à analyser les forces et les faiblesses du système de soins, on a quand même des facteurs très positifs, notamment en termes d'évaluation des pratiques, quoi. On s'aperçoit que aujourd'hui, les professionnels de santé font des cercles qualité en secteur libéral, font des revues, ce qu'on appelle des revues de mortalité en secteur hospitalier, et analysent leurs pratiques. Donc c'est des facteurs de changement très importants. Sur ce constat de bonne santé, on va prendre une deuxième pause musicale. Hitting the classics, pushing the limit. I'm gonna read it as they told it. Gonna make my own, put it on a disc, living the classics.
Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne et nous sommes avec François Tuffreau de l'association La Santé à Voix Haute. On a parlé de l'état du système de santé français, de son classement, même si les classements, il faut les relativiser. On reste sans doute un pays où on bénéficie plutôt d'une politique de santé bonne. Et toutefois, on entend régulièrement parler d'un certain nombre de personnes qui ne se font plus soigner ou qui ont des difficultés à se faire soigner, les jeunes, les précaires, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a vraiment des populations mal soignées aujourd'hui en France ? Alors, effectivement, est-ce qu'on peut porter un jugement aussi global sur le système de santé à partir des indicateurs qu'on citait tout à l'heure ? Évidemment non. Est-ce que le système de santé est capable de répondre à toutes les attentes et notamment au groupe que vous évoquiez à l'instant ? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que la politique de santé, c'est pas seulement la politique du soin. Historiquement, le débat sur les politiques de santé, il a eu du mal à exister parce que on avait une espèce d'équation assez simple. La santé égale la médecine égale le soin. Et donc, la santé, c'était une question qui relevait des médecins. Et donc, il n'y avait pas de raison de s'en occuper. Il n'y avait pas de débat politique sur ces questions. Donc, or, une politique de santé, bien sûr, elle doit allouer des ressources aux différentes composantes du système de soins, mais c'est pas que ça. Quand on évoque le tabagisme, l'alcool, les pratiques d'alcoolisation ou le cannabis, enfin l'usage des différentes substances psychoactives, le système de santé tout seul, il est relativement impuissant vis-à-vis de ces questions. Quelqu'un qui a une grande difficulté avec l'alcool ou avec le tabac, évidemment, il peut en parler avec son médecin, qui peut lui l'orienter vers tel ou tel vers tel ou tel lieu de prise en charge ou voir des traitements. Mais bien sûr, les questions de santé, elles ne se limitent pas à la régulation du système de soins. Et donc, c'est ça qui en fait toute la complexité du pilotage. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé a tenu une conférence à Ottawa, donc au Canada, qui est restée célèbre. Alors en France, elle a eu très peu d'écho à l'époque, où a été porté le concept de promotion de la santé et c'est resté célèbre, la santé dans toutes les politiques. Puisque les déterminants de la santé, c'est pas seulement le soin, mais c'est aussi nos conditions de vie, l'environnement, la pollution, les relations sociales, les conditions de travail, le climat, etc. Toutes les politiques publiques, finalement, contribuent, alors à des degrés divers, à la santé. Mais du coup, une fois que l'Organisation mondiale de la santé a porté ce message, on est complètement... qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Où il faut agir. Donc il y a une vraie difficulté, c'est pour ça que je dis les politiques de santé, pour moi, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. Parce que on a du mal à hiérarchiser et à savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Bon, sur la nutrition, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport qui a été fait récemment qui montre que la politique, les différents programmes qui ont été lancés ont échoué. Et donc, mais c'est un problème du ministère de la Santé, la question de la nutrition, puisque c'est porté par la Direction générale de la santé. Ben non, c'est forcément interministériel. Alors déjà, c'est compliqué d'organiser les choses à l'intérieur du ministère de la Santé, mais vous imaginez mettre d'accord le monde agricole, les industries agroalimentaires, je vous dis pas tout le bien qu'elles pensent de la manière dont on envisage d'étiqueter les produits. Voilà, tout ça pour dire que la politique de santé, c'est pas que le soin. Donc, oui, alors sur les trois groupes que vous évoquiez tout à l'heure, sur les jeunes, les personnes en situation précaire et puis les personnes âgées, sur la jeunesse, j'ai envie de dire oui, une partie importante des jeunes ne font pas. D'abord, quand on est jeune, on est en bonne santé quand même, dans la très grande majorité. C'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin de soins. C'est l'âge des transgressions. Donc effectivement, on va plutôt se tourner vers un certain nombre de substances psychoactives qui permettent de partager, de partager la joie d'être ensemble et la difficulté à passer à l'âge adulte. Mais j'ai envie de dire, quand j'ai vu votre question, je me suis dit, mais finalement, c'est vraiment une question de santé ou est-ce que c'est une question sociale ? C'est-à-dire, est-ce que le problème principal de la jeunesse dans notre pays, c'est son taux de chômage ?
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'organiser l'entrée dans la vie active dans de meilleures conditions? Comment ça se passe, l'arrivée d'un jeune dans une entreprise? Est-ce qu'il y a des tuteurs? Est-ce que les salariés de l'entreprise, ils considèrent qu'ils ont à transmettre leur savoir, etc.? Moi, j'ai envie de poser la question. J'ai été frappé, je m'en souviens, de grèves d'internes en médecine qui se trouvaient du jour au lendemain en situation de responsabilité, puisque les internes ils ont des séquences de formation de 6 mois, arrivant du jour au lendemain dans un service et débrouille-toi, sans aucun tutorat, sans aucune préparation, premier semestre ou deuxième semestre d'activité. Donc, alors ça c'est un exemple dans le secteur hospitalier. Mais est-ce qu'on est capable de proposer aux jeunes aujourd'hui de rentrer dans la vie active? Alors, il y a ceux qui ont des diplômes, je crois qu'ils y arrivent assez bien. Je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes d'insertion. Ceux qui ont peu de diplômes ou qui sortent du système scolaire sans qualification, donc, j'ai envie de dire, pour moi, la préoccupation pour la jeunesse, est-ce que c'est vraiment la question du système de soins ou est-ce que c'est d'abord une question sociale? Alors, sur les questions de précarité, beaucoup a été fait. Alors, si vous interrogiez les responsables des agences régionales de santé, beaucoup a été fait pour permettre aux personnes en situation de précarité, donc avec ce qu'on appelle les PASS, création donc, dans les services d'urgence de permanence d'accès à la santé et aux soins. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Je sais pas, j'avoue que je suis pas certainement le mieux placé, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est certainement un des secteurs où beaucoup a été fait et certainement tout autant reste à faire. Quant à la troisième catégorie que vous évoquiez, donc les troisième groupe de population, les personnes âgées, là, on a un problème de pilotage. Il faut quand même savoir que dans le champ du vieillissement, il y a 2 pilotes. C'est jamais très bon en général pour l'efficacité d'une organisation. À l'échelle locale, je parle de l'échelle locale, l'échelle nationale c'est plus simple puisqu'il y a un organisme qui chapeaute ces questions qui s'appelle la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, la CNSA. Mais à l'échelle locale, vous avez d'un côté l'agence régionale de santé, donc qui elle est régionale, et de l'autre vous avez les conseils départementaux qui eux financent l'allocation personnalisée d'autonomie. Et chacun fait son schéma gérontologique de son côté, faut quand même le savoir. Et donc à l'échelle d'une région comme les Pays-de-la-Loire, vous avez une région, puisque l'ARS elle est régionale, mais vous avez 5 départements, et donc 5 politiques. Et donc, on espère que la collaboration se fait au mieux. Très concrètement, vous avez 10 000 maisons de retraite en France, donc qu'on appelle les EHPAD maintenant, vous le savez. Eh bien, ces EHPAD font 2 budgets. Ils font un budget pour le conseil départemental et un budget pour l'ARS. Tout ça est du temps perdu. C'est un gaspillage de ressources. Pourrait y avoir des protocoles. Donc là, je dirais, peut-être qu'il y a des personnes âgées qui souffrent d'un déficit d'accès aux soins. Ce qu'on voit quand même sur le terrain, c'est que le système il fonctionne. Par contre, il y a un réel problème de pilotage et là, évidemment, c'est compliqué puisque c'est touché aux compétences des collectivités territoriales, à une redistribution entre le rôle de l'État et des collectivités territoriales, c'est pas simple. Justement, puisqu'on parle des collectivités territoriales, elles interviennent traditionnellement assez peu sur la santé, bien que toute leur politique publique finalement ait à voir avec la santé. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer là-dessus ou est-ce que vous militez pour que des choses changent sur ce plan-là, sur la répartition des rôles? Vous avez souligné le paradoxe. Effectivement, les collectivités territoriales, disons les communes et groupements de communes, on va parler surtout de celles-là, n'ont pas de responsabilité directe dans l'administration des questions de santé. Mais, historiquement, concrètement, c'est elles qui portent les questions sur le cadre de vie. C'est elles qui vont agir sur notre environnement. C'est elles qui vont développer les transports, la marche, qu'on appelle un mot français, la marchabilité, c'est-à-dire la facilité à se déplacer sur des itinéraires piétons dans une ville. Mais c'est très important, puisqu'on sait que ces questions-là contribuent à la santé. Donc elles ont cette responsabilité majeure, mais elles n'ont pas de gestion directe. Sauf que elles ont bien sûr, elles sont interpellées aujourd'hui sur la question de l'offre de soins de premier recours. À cause du déficit qui est en train de se
passer au niveau de l'implantation des médecins généralistes, donc des communes rurales, mais aussi maintenant des communes urbaines plus importantes, sont touchées par des cabinets médicaux qui ferment et qui ne sont pas remplacés. Donc elles sont là confrontées à une responsabilité qui est celle de l'État, mais l'État n'arrive pas à assumer ces choix-là, et donc elles sont en première ligne du coup pour essayer de faciliter l'implantation de cabinets médicaux. Donc on voit bien que de ce point de vue, elles ont une responsabilité à jouer, et elles peuvent maintenant signer donc des contrats, ce qu'on appelle les contrats locaux de santé, donc avec les agences régionales de santé, pour mener à leur tour des politiques en faveur de la santé à l'échelle des territoires. Donc forcément, demain, les collectivités territoriales seront de plus en plus partie prenante des politiques, là, plus que simplement gérer des services, parce qu'elles peuvent être aussi. Donc là, pour moi, c'est clair, c'est dans les années à venir, le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des politiques de santé va s'accentuer. Avant qu'on termine cette émission, je voudrais qu'on dise un mot d'un nouvel acteur qui est apparu dans la santé, c'est l'acteur numérique. On parle d'Internet, on parle de médecine connectée, de nouveaux outils, de télémédecine, de grands opérateurs aujourd'hui qui emmagasinent des datas et qui investissent des milliards dans la santé. C'est quoi l'avenir selon vous ? Je vais plus voir mon médecin, je vais directement voir Google. Écoutez, comme tout le monde, j'ai un smartphone et puis j'utilise cet instrument plusieurs fois par jour pour des tas de fonctionnalités. Voilà, et ça, évidemment, ça va s'accentuer. Et aujourd'hui, un certain nombre de startups développent des applications qui vont faciliter la vie, aider, simplifier les échanges concernant le suivi de personnes ayant des maladies chroniques. C'est incontestable. Est-ce que ces changements vont modifier la manière, le colloque singulier, la relation entre les soignants, le médecin ou un autre professionnel de santé et le patient? Je n'en suis pas sûr. Chaque année, 300 millions, les actes des médecins, ça représente à peu près 300 millions d'actes par an. Le patient, quand il va voir un médecin, quand il va témoigner de symptômes qui l'inquiètent ou qui présagent peut-être d'une maladie grave ou non, bien sûr, il va parler de sa maladie, mais il ne va pas seulement parler de sa maladie, il va parler de son symptôme, de ses symptômes, il va parler de sa famille, il va parler de ses difficultés sociales, des problèmes avec son employeur, avec son conjoint ou avec son environnement. Je ne suis pas sûr qu'un ordinateur ou qu'une montre connectée va résoudre ces problèmes. Donc, il me semble, mais voilà, c'est mon opinion, que ces outils interconnectés ne sont pas susceptibles de répondre à la demande sociale que représentent les 300 millions de consultations par an. Voilà. Alors c'est un peu court comme réponse. Alors à côté de ça, il y a les datas de santé, c'est-à-dire l'ensemble des informations accumulées par les fameux organismes, les GAFA, que l'on connaît, Google et compagnie, donc qui rassemblent des données sur la population. Alors moi j'ai envie de dire, il faudrait commencer déjà par nous intéresser collectivement aux GAFA français dans la santé. Ça a un nom, ça existe, ça s'appelle le SNDS, Système National des Données de Santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc la loi a institué, alors c'est une vieille histoire, mais on ne va pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps, le Système National des Données, c'est-à-dire que les recours aux soins, on a une immense base de données avec les recours aux soins de 66 millions de Français. Leur consultation médicale, le passage à l'hôpital, ça peut être lié aux données de mortalité. Donc là, il y a une immense base de données, alors anonyme, selon les différents usages qu'on a. Donc là, il y a déjà un outil dont il faudrait commencer déjà à parler de celui-là. Évidemment, Google, lui aussi, a beaucoup de données, les autres aussi. Mais bon, si on s'intéressait déjà à cet outil qu'on a en France et qui peut nous aider à piloter le système de santé et à mieux comprendre les évolutions de la santé dans notre pays, ça serait déjà, je trouve, une bonne perspective. Ça peut avoir une incidence aussi sur les comportements de santé. On le voit avec les compagnies d'assurance, c'est-à-dire que les fameux outils interconnectés dont vous parlez vont permettre de mesurer quel est votre niveau d'activité physique, le nombre de pas que vous faites, si vous faites du sport, etc. Donc, si vous prenez soin de votre santé, donc on pourra vous proposer une assurance moins chère éventuellement, donc ça a quand même une incidence importante sur la santé publique. Aujourd'hui en France, aucun parti politique ne remet en cause la sécurité sociale, ni la manière dont donc nous sommes assurés et protégés sur la santé, à ce jour.
effectivement, les assureurs, alors là du coup on s'intéresse aux assureurs complémentaires, hein, du coup qui effectivement peuvent avoir des stratégies financières, clairement, ce qui est déjà le cas, puisque selon que vous êtes actif et donc vous bénéficiez de l'accord interprofessionnel et donc d'une prise en charge de votre cotisation de complémentaire par votre employeur ou retraité. Où là, évidemment, vous allez payer pratiquement votre complémentaire dans la même société d'assurance 2 fois plus cher. Donc, ce que vous dites, ça amène alors à s'intéresser au rapport entre l'assurance maladie obligatoire, donc la sécurité sociale, et l'assurance maladie complémentaire. Et moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de publicité pour le régime d'Alsace-Moselle que j'ai évoqué tout à l'heure ? Aujourd'hui, les habitants de ces 3 départements, c'est l'assurance maladie qui leur offre à la fois l'assurance générale et la complémentaire. C'est un système qui évidemment coûte beaucoup moins cher puisque du coup il n'y a pas de coût de gestion propre aux complémentaires, puisque l'assurance maladie est à la fois, collecte à la fois voilà, donc ce débat n'a pas lieu en France. Personne, évidemment, on ne vous fait pas publicité pour ce régime qui est pourtant très utile. Très bien, c'est intéressant, on passe de Google à l'Alsace-Moselle, donc sur ce raccourci singulier, on va arrêter cette émission. En tout cas, merci François Tuffreau d'y avoir participé. On peut parler de santé assez longtemps. Pour les auditeurs, je vous recommande d'aller sur le site internet de la santé à voix haute. Hein, justement, vous allez taper sur Google, vous allez le trouver sans problème. Vous y verrez les cafés citoyens, vous y verrez le programme d'un certain nombre d'activités. Donc, vous pourrez y participer sans problème. En tout cas, merci encore. Et à bientôt et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.